Don't worry, I double check. Merci de bien vouloir couper vos téléphones portables et les mettre sur silencieux et de bien vouloir lever la main afin que nous puissions vous poser une question. Y a-t-il une première question dans la salle? Oui, monsieur, ici. Bonjour, j'aurais une question pour Mike Cahill et Astrid Bergès-Frisbey, savoir comment c'était leur rencontre, s'ils se connaissaient avant et s'ils avaient vu leurs films respectifs. A question for Mike Cahill and Astrid. Did you actually met before? How did you meet and how did you come to collaborate on this movie? Ashton and I met via the technology called Skype. We were introduced and we had a conversation, and I watched Hunter and I and our other producing partner Alex from The Office went to see one of Ashton's films that was playing in New York nearby our office. That was after, wasn't it? That was before, wasn't it? It was before. Before we met? Before we met, I think. Yes. Yeah. And I thought she was amazing, but then we met on Skype and I completely fell in love. And I thought she was just magnificent as a person. We spoke for several hours on Skype. And Genre de conversation qui dure normalement like 10-15 minutes, and we spend like more than 2 hours talking on this kind of thing. And by the time the conversation was finished, she was cast as Sophie. And that was it. Right? Oui, en fait, nous nous sommes rencontrés avec cet outil incroyable de la technologie qui s'appelle Skype. Mais avant qu'on se rencontre virtuellement avec Skype, en fait, on était déjà allé voir avec les producteurs, etc. On avait été voir quelques-uns des films dans lesquels elle a joué, qui passaient dans des salles de cinéma à New York, près de nos bureaux. Donc nous sommes allés voir les films, on a trouvé sa présence à l'écran vraiment très très forte et très intéressante. Et puis, donc, nous nous sommes rencontrés sur Skype, on a discuté, et en fait, cette conversation qui devait ne durer que 10-15 minutes, eh bien, elle a duré des heures et des heures et des heures, et le réalisateur nous dit: je suis réellement tombé amoureux de cette personne via Skype, et quelques temps après, eh bien, elle a été choisie donc, pour jouer le rôle de Sophie. Y a-t-il une autre question dans la salle? Madame. Bonjour, moi j'ai une question pour Astrid. Je voulais savoir si vous pouvez nous parler de vos expériences américaines, comparer cette expérience-là dans un film indépendant et puis ce que vous avez connu dans le blockbuster Pirates des Caraïbes. Et puis voilà, savoir si vous étiez peut-être particulièrement tenté de continuer sur le marché américain actuellement. Merci. C'est bizarre de comparer les deux parce que d'un côté on a un film qui tourne pendant 6 mois et l'autre pendant 6 semaines. Ce film-ci, on l'a tourné sur 6 semaines et peut-être avec 200 fois moins de budget. Voire moins de 200 fois moins de budget. Donc c'est très très étrange. Ce qu'on y apprend est totalement différent. Ce qu'on partage est vraiment différent aussi. J'avais pris beaucoup de plaisir sur Pirate, de faire des choses qu'on peut avoir rarement l'occasion de faire en tant qu'acteur. Et ici, c'était vraiment profondément une aventure humaine extraordinaire depuis la première page du scénario. Quand ils m'ont envoyé le scénario, j'étais pas du tout dans une démarche de chercher absolument de trouver un film aux États-Unis. Je me concentrais plus sur on va dire, ma carrière ici. Et j'avais commencé à lire en me disant que ça serait encore un film qui sera genre pas pour moi ou parce que j'ai envie de faire ou ça me dira rien ou peut-être que quelqu'un serait mieux. Voilà. Et donc du coup je l'ai lu et après une dizaine de pages j'ai été complètement hypnotisée par la grandeur du sujet, par la qualité de l'écriture et de l'histoire. Et puis après, on s'est rencontrés avec Mike et quand là, vous avez passé 10 minutes avec lui et après 10 minutes, vous allez vous dire déjà, on a envie de le suivre, on a envie
de croire dans tout ce qu'il croit, on a envie de partager tout ça, et c'est vrai qu'à partir de ce moment-là, ça a été une aventure humaine incroyable. On était une toute petite équipe. C'est très très intense. Enfin, ça fait vraiment, c'est un très très bon souvenir pour moi de travail et de partage et de vie. Et pour la suite, je sais pas très. Enfin, moi je suis pas là à me fixer des règles en disant voilà, maintenant je vais travailler ici, maintenant je vais travailler là. Là, j'aime faire un film italien, donc jamais je pensais faire ça dans ma vie non plus. Et voilà, je ne sais pas où m'emmènera la vie, donc, mais peut-être. Voilà. Well, first of all, it's I'm going to translate the question actually. First of all, what about this? Maybe you can talk to us about this American experience of yours with this movie, and you are known also as having been an actress in Pirates of the Caribbean, a big Hollywood movie, and now this one. So what about it? And maybe you are going to pursue a career in America, who knows? And the answer is actually it's kind of weird to compare these two movies because I spent 6 months shooting Pirates of the Caribbean, and this movie was shot in 6 weeks, so it's not the same scale at all. And also the budget, of course, it's not the same at all because we shot this movie for basically something like 200 times less, for that Pirates of the Caribbean. But of course, what we learn on every shooting. But what we learn on a movie like Pirates of the Caribbean and what I learned on this movie are completely different. And what we share is also very different. But it's also to shoot a movie in America is always for a French actress a pretty rare experience. It's always something different. And on this one, it was an extraordinary human adventure on a human level. And it started from the moment I read the script, the first page of the script, because at the time I received the script, I was not especially looking for something to do in America. And then I received the script, and at first I was thinking, of it's not going to be for me, for sure, it's going to be for somebody else, whatever. So just, read the script, and after a few pages it started, sinking in. And then I realized that actually I was kind of hypnotized with the theme, with the story, with the characters, with the beautiful writing also. And then I wanted to meet with Mike Cahill, and then I met with him. And the thing is, when you meet with Mike and when you start talking, discussing with him, you want to follow him wherever he wants to take you. You want to believe in his beliefs, and then something very strong started. And of course we shot with a small team, a small crew, and everything. But the experience itself was quite fascinating and quite intense. And about the following of my career, I don't know, because she says I don't follow any rules. I don't have a rule. I don't have something written or whatever. It comes. What comes and goes comes and goes. So, for example, now I just finished shooting a movie in Italy, which is something I never planned to do before. But it came up and I did it. And you never know where life is going to take you. Voilà, était une autre question. Je crois, monsieur ici. Money? Your strange twist of science, spirituality, and fate. It's something that reminds me very much the early movies of Alan Rudolph. And at the end, I want to know something about this consideration. And at the end of the day, what it is important is that love is something that never ends, but just transforms itself, just like energy, and it's something that you have said also in your previous movie. And just one short question to Astrid about Alaska, the film of my good friend Claudio Gubbini. I'm not here to talk about other films. Okay, thank you very much. So the question about love and spirituality and science and the meaning place of those subject matters are things that I find really compelling and important. In this film, I realized if you watch Another Earth and I Origins, there's a theme that carries through them, and even in the next film I hope to do is using science as a way to construct a narrative that gives us comfort in the face of loss. And loss meaning the loss of love. And I think there are,
what's beautiful is that within the details of life, like the specific details of life, the science of life, there are possibilities to feel peace, to see that, you know, maybe the way we understand the world is still primitive and naive, and there's a greater narrative that can offer us hope. So that's something that's really interesting to me. I continue to explore it. Donc la question portait sur ces thèmes de la science et de la croyance qui sont mélangés dans ce film, et également ces thèmes qui se mélangent de l'amour et de la spiritualité. Et peut-être que le réalisateur pouvait nous en dire quelques mots. Il nous dit que c'est vrai que ce sont des sujets, ce sont des sujets qui m'intéressent particulièrement, que j'ai envie de développer. Et d'ailleurs, je les ai développés déjà dans mon premier film. On va dire que c'est un peu comme une espèce de fil rouge qui se perpétue dans tous les films que je fais et dans les films que je vais faire, parce que dans mon premier film, Another World, pour ceux qui l'ont vu, il était présenté ici à Deauville, c'était déjà un thème qui était sous-jacent. Another Earth. Thank you. Another Earth. Et dans ce film, donc I Origin, et également dans le film que je prépare en ce moment, mon prochain film, cela sera encore un thème sous-jacent qui va être traité. Et c'est vrai que moi, j'aime, nous dit-il, utiliser la science comme fondation pour la narration. Mais pour la narration, pour ensuite raconter les thèmes qui me sont chers. Par exemple, cette croyance en une espèce d'espoir qui est représentée dans le film par l'amour. Et quelque part, toutes ces possibilités qui nous sont offertes pour retrouver, pour avoir ce sentiment de paix, pour trouver une paix intérieure, paix avec soi-même et paix avec les choses et les personnes qui nous entourent. Et je pense, nous dit-il enfin, que la manière dont nous appréhendons le monde, la manière dont nous comprenons et dont nous appréhendons le monde, c'est encore, à mon sens, on l'appréhende d'une manière assez naïve. C'est-à-dire qu'on n'a pas encore vraiment tous les éléments nécessaires. L'humanité tout entière n'a pas encore tous les éléments nécessaires pour vraiment comprendre et appréhender le monde tel qu'il est vraiment, et peut-être, nous dit-il, y a-t-il quelque chose au-delà, quelque chose de plus grand qu'on n'a pas encore vraiment réussi à vraiment comprendre et à vraiment intégrer pour comprendre la manière dont fonctionne le monde. Y a-t-il une autre question? Alors, monsieur... Ah, pardon, madame ici. Et ensuite, monsieur. Bonjour, d'abord je voudrais vous dire que j'ai aimé le film. Et deuxièmement, en tant que femme de radio, je vais vous poser une question sur le son. Question au réalisateur et au producteur. On voit bien dans la première séquence l'exploitation que vous pouvez faire du Dolby Atmos, mais après, soit on s'habitue, soit le genre du film ne permet pas peut-être de l'exploiter au maximum. Est-ce que pour le projet que vous avez manifestement en préparation, vous songez à l'exploiter de façon plus spectaculaire? The question is about sound. It's a question both to you and the producer, Hunter Gray. In the first sequence especially, we realized that the Dolby Atmos system is quite impressive, you know. But this lady says that as the movie is going on, actually we kind of forget about this. Is it because we kind of get used to it and then we don't pay attention anymore to the, you know, technical amazement that is Dolby Atmos, or is it because maybe you didn't use it to the, you know, fully extent, you know what I mean? So maybe you can struggle about that, and maybe you can talk to us about your next project. Are you actually willing to actually use this technology in a more spectacular way? Well, I can say quickly. Thank you for the question. The technology. What's ironic, the reason why I laughed is because we actually enhance the use of Atmos as the film goes on. So by the end, we have the most usage of all the surround sound. But the purpose, I wasn't even going to mention it, except for I was just really excited that they installed all these speakers here, so I mentioned it. But with anything in the cinematic arts, these are just techniques, and they're all supposed to be invisible. Ideally, the goal of us, the filmmakers, in giving the audience the film is to give them a story that moves them. It's to transfer an emotion, and the emotion here is perhaps a diminished fear of death. And our goal is not to make you feel 64 channels of audio.
So we use that. One other thing about the film technically is there's over 200 visual effects shots. And unlike a big Hollywood movie where you see them on the screen, this movie actually makes them invisible. You don't see any, no one would ever think there's a visual effects shot, but there's over 200. And so the technology is just tools for artists to try and convey emotion. And Hunter, do you want to add anything to that? I think it's also a testament to you, to the story you were telling, and just I think while the audience hopefully is getting into the story, you just don't pay attention to as many other things. Tout d'abord, merci pour cette question que vous m'avez posée. Et si j'ai ri lorsque vous avez posé la question, c'est parce que, pour information, en fait, ce qu'on a fait techniquement sur le film, c'est que le fameux système Dolby Atmos, on l'a fait monter progressivement tout au long du film. C'est-à-dire qu'en fait, au début du film, on l'a vraiment pas utilisé beaucoup. Et on l'a utilisé de plus en plus pour vraiment avoir presque le potentiel complet des possibilités du son Atmos à la fin du film. Donc quelque part, c'est plutôt à la fin que cette technologie est la plus marquante. Donc c'est pour ça que j'ai un peu souri au début. Mais j'en ai parlé au début du film parce que bon, c'était important de préciser que c'était Dolby Atmos, puis c'est vrai que c'était la première fois, encore une fois, dans cette salle, qui vient juste d'être équipée avec cette technologie. Mais moi, je voulais vraiment que cette technologie, donc, soit le plus invisible, qu'on ne la ressente pas en tant que telle. Parce que, nous dit-il, pour moi, ce qui est important, c'est l'histoire. C'est l'histoire du film. C'est ce thème d'arriver à faire en sorte que l'on ait de moins en moins peur de la mort. C'est ça le thème important que j'ai voulu développer dans le film. Et les prouesses techniques, comme le Dolby Atmos par exemple, mais pas seulement ça, eh bien je voulais faire en sorte qu'on ne s'en rende pas compte. Parce que, nous dit-il, lorsqu'on se rend compte d'une prouesse technique, quelque part on ne sert pas le scénario. On sert, oui d'accord, on en met plein la vue, c'est super, mais le scénario ne le sert pas. Et moi je me suis vraiment basé sur le scénario, sur les personnages, etc. Tout à l'heure je vous parlais des effets spéciaux. Les effets spéciaux dans ce film, il y a 200 plans, c'est énorme, hein, 200 plans avec des effets visuels, des effets spéciaux. Et quand on voit le film, globalement on ne s'en rend pas forcément compte, on ne les voit pas. Parce qu'il a vraiment essayé de les rendre le plus invisibles possible, de manière à ce que ça serve uniquement l'histoire et le ressenti des personnages, etc. Et donc il voudrait vraiment continuer à utiliser la technologie et les différentes techniques, qu'elles soient nouvelles ou pas, de la manière, vraiment comme un outil, purement un outil qui serve à transmettre une émotion, l'histoire, et non pas en tant que tel. Et le réalisateur dit exactement la même chose que le producteur, pardon, toutes ces technologies finalement ne sont là que pour véhiculer le message du film. Une autre question, monsieur, ici. Bonjour, alors j'ai une question pour Astrid et une question pour Mike. Tout d'abord pour Mike, pour savoir justement ce côté scientifique, on sent qu'il y a vraiment beaucoup de recherches, apparemment, même s'il y a des choses qu'on ne connaît pas en tant que public, il y a beaucoup de choses que vous nous livrez. Moi j'aimerais savoir comment vous travaillez justement cet aspect scientifique. Si vous rencontrez des scientifiques, si vous lisez beaucoup de choses, et est-ce qu'il y a des choses qui sont vraies, des choses qui sont moins vraies, ça c'est certain, mais voilà. Donc, et en même temps, le côté de la réincarnation, est-ce que c'est une thématique qui vous travaille depuis longtemps? Et j'ai donc poursuivre la question avec Astrid, savoir quand on fait un film comme ça, est-ce qu'on a envie de se documenter un petit peu plus sur ce qui est proposé dans un tel scénario? Well, actually, two questions. One is for Mike and one for Astrid. A question for you, Mike. This gentleman says that he was actually pretty much impressed by the scientific aspect of the movie, of the script. And he was wondering how do you actually work on that aspect? Do you meet a lot of people? Do you read a lot of stuff? And how can you how did you manage actually to convey something scientifically, pretty hard to get sometimes into a comprehensive way, and just extrapolate on that maybe. And also in the movie, maybe some things are true and some not so true for now. At least maybe you can explain us, what is your input also on these scientific topics and subjects. And second question to Astrid is, how did you work on that? How did you prepare to play a role with such a scientific background and elements and so on? Merci beaucoup. Thank you for your question. My two older brothers
are molecular biologists and neuroscientists. And I'm obsessed with scientists. I love science. I think scientists are rock stars. I think they're the most interesting people in the world, and I can spend hours till 6 o'clock in the morning drinking bottles of wine with scientists forever. So I like to ask a lot of questions. For this film, we were really fortunate to spend a lot of time in a laboratory, in a few laboratories. One in particular is the Johns Hopkins Laboratory in Baltimore, which is a wonderful laboratory, and we went with Michael and Britt to sort of learn how to extract DNA, learn how to run gels, and so my life is, I'm obsessed with science, so I read a lot, of course, and many of the details in the film are absolutely true. So, for example, PAX6 is a gene that turns on an eye, and it's found in every species with an eye. So humans and flies, or humans and jellyfish. Think of the most crazy opposite species. They also have this sequence of proteins that makes up PAX6, and if you turn that on, it turns on an eye in a species. Colorblind mice seeing color, that's a real experiment that they did in the laboratory. Turning worms that cannot see, giving them vision, that's also a true experiment. What I love about Astrid's portrayal of Sophie is that she has a wisdom that doesn't require the books and the study that Ian and Karen require to go to school. She intuits her point of view, and in a way, the scene where she talks about the worms, and she says, these worms have two senses, smell and touch, and you give them vision. Well, she uses that as an analogy for us humans. We're just worms, and I think she does that really beautifully and brilliantly. So yeah, I love science. That was the weirdest. C'est sûr que c'est toujours excitant de se documenter, tout ça. C'est vrai que moi j'ai toujours été très bête curieuse, surtout pour ce qui concerne la bio. Ça m'a toujours hyper intéressée. Quand on côtoie ce monsieur, on commence par les journées en disant « Ouais, non mais parce que t'as lu, parce qu'il se passait ça et ça et ça ». Enfin bref, on a fait une découverte scientifique et en même temps on parle de choses incroyables, de signes de la vie. Enfin, on était entièrement plongé dans l'atmosphère du film. D'un seul coup, on voit des signes absolument partout et on regarde des chromosomes partout. Donc ça c'est pour enfin bref, on était tous vraiment immergés dans cet univers, beaucoup grâce à lui aussi, parce que le sujet de toute façon est très intéressant et on a envie d'aller farfouiller aussi tout le monde. Moi, comme il expliquait si bien, mon personnage n'est pas quelqu'un qui regarde la science dans ses détails, regarde la science avec une perception qui est là et qu'elle comprend intuitivement. Donc c'est vrai que j'ai vu mes partenaires de jeu, Michael et Britt, passer leur temps à s'échanger des bouquins sur la biologie moléculaire, etc. Et quant à moi, c'était plus un autre travail. Mais c'est vrai que c'était un partage quotidien pour rentrer le plus possible dans le sujet et pour savoir ce qu'on racontait profondément. Donc voilà. Alors le réalisateur commence à nous dire que ces deux frères aînés, il y en a un qui est biologiste, l'autre qui est un neuroscientifique, donc forcément il a toujours été un peu plongé dans tout ça, et lui-même nous dit qu'il aime la science, et il aime les scientifiques qui pour lui sont de véritables rockstars. Une de ses choses préférées à faire,
eh bien, c'est d'aller avec un scientifique, boire du vin jusqu'à 6h du matin et parler de science. Pour lui, c'est ça, une soirée vraiment rock. Ça a toujours été son truc, voilà. Et pour ce film, c'est vrai qu'il a passé beaucoup de temps, ils ont passé beaucoup de temps, lui et les comédiens, à aller dans des laboratoires, dans un laboratoire en particulier, le laboratoire Hopkins à Baltimore, dans lequel ils ont passé beaucoup de temps. Et avec Michael, avec Britt, les comédiens du film, ils ont passé beaucoup de temps à apprendre comment on extrait de l'ADN, enfin, tout ce genre de choses qui leur ont servi, bien évidemment, lors de l'élaboration et lors du tournage du film. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de détails dans le film qui sont absolument authentiques, encore une fois, c'est par rapport à la question qui était posée, absolument authentiques dans la vie réelle. Beaucoup de choses qui sont tout à fait authentiques, comme ces séquences de gènes que l'on retrouve à la fois chez les humains et chez les mouches et chez les méduses et dans des espèces qui ont finalement, comme ça de premier abord, qui n'ont rien à voir entre elles, des espèces très différentes et qui partagent ce patrimoine génétique, un patrimoine génétique qui, par exemple dans le film, on parle de ce gène qui peut être allumé ou éteint, entre guillemets, et bien ça par exemple c'est également absolument vrai, c'est authentique. Le fait par exemple de dire que chez certaines espèces de worms, j'ai oublié le titre français, merci, de vers, eh bien il y avait donc un gène que l'on pouvait allumer et leur rendre la vision. Ça aussi, c'est une expérience qui existe vraiment. Et d'ailleurs, cela, nous dit-il, me ramène au personnage qu'Astrid interprète, donc Sophie, qui à un moment donné, avec cette sagesse qu'elle a en elle, aborde, si vous voulez, tous ces thèmes, le monde finalement, d'une manière complètement différente que celle que Michael et Britt ont, parce que eux, c'est vrai qu'ils appréhendent le monde d'une manière vraiment scientifique, alors qu'elle, c'est beaucoup plus du ressenti, une espèce de sagesse innée qu'elle a en elle. Et donc le personnage de Yann ne l'a pas, et c'est la séquence, par exemple, où elle explique, où elle fait une analogie entre les vers et les humains, parce que lorsqu'elle dit que les vers viennent au monde avec finalement deux sens, le toucher et l'odorat, et que finalement il leur manque un sens, et ce sens lui est apporté avec la vision, et bien c'est une analogie avec les êtres humains, une analogie qui était très intéressante, etc. etc. Donc bref, le réalisateur Mike Cahill nous dit à la fin qu'il aime la science et qu'il aime les scientifiques. Et ensuite Astrid nous dit... Ouais, je sais, mais c'est plus, parce qu'en plus j'ai pas les cheveux. At the end, Astrid said also, in order to prepare herself for this role, for the character, that it was very exciting for her to document herself, to read a lot, but at the same time, she says she has always been someone very curious about life, about everything. And it was very nice for her to start all her days preparing for the movie, starting with, have you seen this? Did you read about that? They made a discovery. They were always curious and talking about science and experiments and discoveries and so on and so on. And they were always very much deep into the atmosphere of the movie. And the subject itself was very interesting. Her character, she says, she talks about science. She evolves in the world of science, but in a very intuitive way. It's very... It very much comes from her own will, her own curiosity. And at the same time, it's true that she was always looking at Michael and Britt, Ian, the actors of the movie, who were really working on their characters in a very research kind of way, reading tons of books about molecular biology and stuff like that. And it was something different for her. She was really working in a very, very different way. And there was a lot of sharing on set, a daily sharing that helped her and helped all the actors actually prepare for the role and for this movie. Cette conférence de presse est maintenant terminée.